Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, par la voie de la Direction des Affaires politiques et électorales du PNRAVEC, a initié une sensibilisation spéciale à l'endroit des populations sur le recensement biométrique. C'est à travers une synergie radio-télévisée tenue ce samedi sur le plateau de la RTG synchronisée dans les radios et télévisions membres de l'URTELGI. Les messages ont été essentiellement véhiculés dans les différentes langues nationales pour mieux faire comprendre l'importance du processus. Et puis la Guinée classée loin dans le rapport 2025 de l'agence ECOFIN des pays les plus résilients à la criminalité économique et financière en Afrique et dans le monde, 27e sur le continent et 126e au monde. La Guinée a encore du chemin à parcourir sur le phénomène. Pendant ce temps, les Seychelles occupent la première place continentale, précise le dit rapport d'enquête. Les détails à suivre, c'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir. Les responsables du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers la Direction des Affaires politiques et électorales et le PNRAVEC, étaient en synergie radio-télévisée ce samedi à Conakry. Il était question pour eux d'expliquer l'importance du processus du recensement biométrique entrepris pour les Guinéens. Loin de la politique, le recensement biométrique permet de doter une identité juridique et unique à chaque Guinéen. Ansou Bailo Baldé. Sur le plateau de la radio-télévision nationale, la RTG, en synchronisation avec les radios et télévisions libres de Guinée, membres de l'URTELGI, les responsables du PNRAVEC et de la Direction des Affaires politiques et électorales du MATD ont largement expliqué le pourquoi le recensement biométrique. Cette fois, ils ont préféré les langues nationales pour mieux véhiculer leur message afin de faire comprendre la vision aux populations. Vous avez suivi déjà cette première phase, 3 langues, le Pulaar, le Malinké et le Soussou, que nous avons bien expliqué c'est quoi le recensement. Et c'est pour permettre aux citoyens guinéens de comprendre. Parce que tout le temps parler en français c'est bien, c'est notre langue nationale, mais il faut comprendre aussi que parler dans les langues du terroir pour que les citoyens qui nous suivent chaque fois puissent comprendre comment ils doivent agir. Nous pensons que c'était la meilleure façon ce matin de communiquer, d'informer, mais de sensibiliser et de mobiliser tous les citoyens à la base. Le recensement biométrique est loin d'être une démarche politique, c'est plutôt une vision de développement en faveur des populations, rassure Zainab Kamara, directrice nationale des affaires politiques et électorales du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Pour connaître le nombre de la population, c'est au-delà de compter et d'avoir les statistiques, mais c'est de dénombrer de façon physique et donner une identité juridique et numérique. Ça veut dire que vous savez réellement qu'est-ce que vous devrez mettre dans vos politiques de développement. C'est pour cela qu'on dit que ce n'est pas politique. Mais ce qui est fait en Guinée aujourd'hui est fait en France, est fait aux États-Unis, est fait dans tous les pays en voie de développement même aujourd'hui, qui se veut sérieux. Si vous avez un registre national des personnes physiques, vous n'avez plus besoin de mettre des millions de dollars dans les recensements électoraux. Les recensements électoraux vont prendre fin et nous pouvons organiser un cycle normal de vie ou un cycle normal électoral, c'est-à-dire les élections seront respectées et seront tenues conformément aux orientations qui sont déjà dans notre projet de constitution. Le recensement biométrique concerne tous les citoyens guinéens à partir de 10 ans de l'intérieur jusqu'à l'extérieur du pays. Ce recensement biométrique a officiellement été lancé le 15 avril dernier. À ce jour, le constat révèle un grand engouement dans les sites retenus à cet effet, selon le coordinateur national du PNRAVEC. C'est en cela que le général Aboubakar Biro Condé invite les uns et les autres à venir pour se faire recenser. Il est au micro d'Ansou Bailo Baldé. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et quels sont les constats? Nous avons commencé depuis le 15 avril. Les kits sont arrivés dans les différents secteurs, dans les différents quartiers, dans les préfectures, dans les communes. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a certes un certain engouement, mais nous faisons un appel, nous lançons un appel à toutes les populations
de se déplacer, de venir massivement se faire recenser. Au-delà du fichier électoral, comme l'a dit Madame la directrice, au-delà du fichier électoral, il y a le registre national des personnes physiques. C'est extrêmement important pour permettre à tous les Guinéens d'être dans ce registre et de pouvoir permettre à l'État de définir justement les services sociaux de base, de quelle façon les investissements doivent être faits dans tous les quartiers, les secteurs, les préfectures et les communes. Donc, et de connaître également quelle est notre population et la qualité de notre population. À commencer par les enfants, par les femmes, les hommes, les vieillards et les gens de certain âge, pour que les investissements puissent être le mieux ciblés. Voilà pourquoi cet exercice est extrêmement important. Et nous constatons que depuis le deuxième, troisième jour, que l'engouement commence à être assez fort parce que les messages, les politiques de communication ont marché. Nous avons parlé tout à l'heure des OSC qui ont été mis à contribution, de vous-même qui êtes les journalistes qui avez été mis à contribution, de tous les canaux de communication qui ont été mis à contribution, même les mosquées. Et puis, l'Union des forces démocratiques de Guinée traverse une crise interne depuis quelque temps. Un mémorandum des fédérations de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière publié sur les réseaux sociaux demande un changement de leadership, a fait couler encre et salive, surtout qu'il bénéficie du soutien du Collège des fédéraux UFDG de la Basse-Guinée. Ce samedi, les responsables du parti ont démenti toute appartenance à des personnes signataires à l'UFDG. Reportage à Mamadou Tanouba. L'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo traverse une zone de turbulence depuis quelque temps. Des personnes se réclamant responsables et membres de certaines fédérations du parti ont publié des mémorandums sur les réseaux sociaux pour demander un changement de leadership à la tête du parti. Pour les responsables de l'UFDG, les auteurs de ce document ne sont pas des rangs du parti. Nous l'avons dit que cela est faux et archi faux. Ce mémo n'a pas été écrit par les fédéraux, mais plutôt rédigé ici à Conakry, par des ennemis de FDG, tapis dans l'ombre et qui n'osent même pas s'afficher. Ils devraient avoir le pouvoir de s'afficher, pardon. Donc, c'est un petit complot qui a échoué et de rester tranquille, l'affaire réglée, puisque certains fédéraux, et d'ailleurs la plupart des fédéraux, plus les membres des bureaux fédéraux, ont écrit des déclarations dûment établies, démentissant, et puis ensuite dénonçant la manœuvre. Ensuite, Abdoulaye Ba est revenu sur l'état d'avancement de la procédure judiciaire dans le différend qui oppose l'UFDG à Ousmane Gawal Diallo. Nous avons décidé en conseil politique d'écrire au MATD, joindre la décision de la juge de Dixine pour informer le ministre ou le ministère que cette situation judiciaire existe, par conséquent de bien vouloir tenir compte de cela. Donc c'est là où nous en sommes, ce n'est pas un problème en soi, puisque les questions de procédure. Pour la procédure judiciaire, nos avocats œuvrent dans ce sens-là et une décision est censée sortir le 9 mai concernant cette plainte à Dixine et que le MATD a accepté que, n'est-ce pas, la date du 19 et 20 avril soit reportée sine die. Donc on a expliqué ça, nettoyé, compris proprement par nos militants. Abdoulaye Ba a rassuré les militants de l'UFDG quant au retour prochain de Cellou Dalein Diallo en Guinée pour participer à l'élection présidentielle. Dans l'arrière-pays à Siguiri, la rivière Nanko, qui connaît une insalubrité grandissante au risque de disparaître, attire l'attention des autorités préfectorales. Une rivière qui a occasionné des inondations dans les années passées dans la ville. Cette année, le préfet a pris le devant pour assainir ce bijou avant les grandes pluies. Suivez cet extrait du colonel Ibrahima Douramodou Keïta au micro de notre correspondant Ousmane Ossekondé. Aujourd'hui, si je vois les Siguirinkas me soutiennent aujourd'hui pour le curage de Nanko, vraiment je suis très content. Le maire est là et toute la population est derrière moi pour me donner un coup de main pour pouvoir curer Nanko. Donc je remercie tout le monde. Je remercie aussi Monsieur le Président de la République de nous donner aussi un coup de main parce qu'il a contribué aussi pour le carburant, pour ne pas que les Siguirinkas souffrent maintenant. Donc la contribution encore, on attend tous ceux qui peuvent contribuer pour le curage de Nanko. Vraiment,
on a les bras tendus. La mairie aussi nous ont donné des camions et carburé tout. Monsieur le préfet, c'est ce que nous attendons d'une autorité centrale. Il est en train de jouer le véritable rôle de suivi aux collectivités locales. Ça, il faut saluer cette attitude. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la prévention des risques d'inondation. C'est mieux de prévenir que de gérer. Nous demandons à tous les citoyens qui ont construit illégalement dans le lit de la Nanko de renoncer à leur position pour une question d'intérêt général. Je vous l'annonçais à l'entame, l'agence ECOFIN, cabinet de conseil en gestion des risques, secrétariat international, vient de publier son classement des pays les plus résilients à la criminalité économique et financière à 2025. En Afrique, les Seychelles occupent la première place, tandis que la Guinée est classée à la 27e place en Afrique et 126e au niveau mondial. Une étude qui a touché 177 pays du monde. Le constat montre que la criminalité économique et financière gagne du terrain un peu partout dans le monde et devient de plus en plus sophistiquée dans un contexte marqué par une fragmentation économique croissante et des progrès technologiques rapides, ont rapporté les enquêteurs. Commentaire à Bangali Kamara. Avec cette étude, aucun pays africain ne figure dans la catégorie titan transparent. Seulement 11 se trouvent dans la catégorie acteurs vigilants. Les Seychelles, le Botswana et Maurice sont les pays africains qui présentent les plus faibles risques de criminalité économique et financière en 2025. En bas du tableau, on retrouve la Somalie, la RDC et le Soudan du Sud. La Guinée, quant à elle, occupe la 27e place en Afrique et 126e place à l'échelle mondiale. Cette première édition du secrétariat économique Crime Index évalue les risques de criminalité financière et économique dans 177 pays dans le monde. Les scores allant de 0 points risque minimal à 4 points risque maximal intègrent l'analyse des experts du cabinet de conseil avec des données provenant de 3 indices qui font référence à l'échelle mondiale. Il s'agit du Basel AML, index relatif au blanchiment des capitaux, de l'indice de perception de la corruption de Transparency International et l'indice de criminalité organisée de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, GITOC. Les pays étudiés sont ainsi classés en 4 niveaux de risque distincts. De titan transparent, dont le score allant de 0 à 1,53 points pour les pays disposant de solides cadres de lutte contre la criminalité économique et financière et de mécanismes d'application des lois performants. Des acteurs vigilants avec le score allant de 1,54 à 2,18 points aux pays qui mettent activement en œuvre les mesures de lutte contre la criminalité économique et améliorent leur cadre réglementaire malgré quelques lacunes. Puis, les réformateurs réactifs disposant un score allant de 2,19 à 2,83 points aux pays où les lacunes réglementaires et la faiblesse de l'application des lois rendent les efforts de lutte contre la criminalité économique moins efficaces malgré l'existence d'une volonté politique. Et enfin, les retardataires en matière de réglementation qui disposent le score allant de 2,84 à 4 points. Pays caractérisé par une forte prévalence de la corruption et une criminalité financière systémique qui rendent les efforts de lutte largement inefficaces. Secrétariat international souligne par ailleurs que la criminalité économique et financière reste une préoccupation mondiale majeure. Les flux financiers illicites devant augmenter de 4 500 milliards en 2024 à 6 000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Le blanchiment d'argent, la fraude, la corruption et les abus de marché continuent d'évoluer et de devenir plus sophistiqués, alimentés par l'évolution des priorités géopolitiques et réglementaires, les progrès rapides des actifs virtuels, la finance décentralisée, défis, l'intelligence artificielle IA et le machine learning. Et pour finir, la Cour suprême des États-Unis a ordonné ce samedi 19 avril 2025 au gouvernement de Donald Trump de suspendre les expulsions de migrants vénézuéliens soupçonnés d'appartenir à un gang criminel. Cette décision s'appuie sur une loi datant de 1798 et restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Commentaire à Djibabari.
C'est un nouvel épisode dans les tensions entre l'administration Trump et la justice américaine. Cette fois-ci, il concerne des migrants vénézuéliens détenus dans un centre du Texas, dont certains étaient déjà en route vers l'aéroport selon une ONG. La Cour suprême a réagi à un recours d'urgence déposé par des avocats spécialisés en droits humains. Ceux-ci dénonçaient une procédure d'expulsion menée sans possibilité pour les migrants de se défendre, invoquant la loi sur les ennemis étrangers de 1798. L'Union américaine pour les libertés civiles a précisé que les migrants avaient été informés de leur expulsion imminente sans audience préalable et que plusieurs avaient été transportés à l'aéroport. Selon les avocats, de nombreux Vénézuéliens expulsés n'avaient aucun lien avec le groupe criminel Tren de Aragua, contrairement aux accusations, et auraient été visés principalement en raison de leur tatouage. Donald Trump, pour qui la lutte contre l'immigration clandestine est une priorité, avait récemment invoqué la loi de 1798 pour ordonner l'arrestation et l'expulsion de migrants vénézuéliens accusés d'appartenir à ce gang, certains étant renvoyés vers une prison de haute sécurité au Salvador. Le juge Boasberg a, pour sa part, noté mercredi 16 avril que malgré sa décision du 15 mars, les expulsions avaient continué à un rythme accéléré alors que certains migrants se trouvaient déjà à bord d'avions à destination de l'étranger. Il a cependant accordé jusqu'au 23 avril au gouvernement pour se conformer à l'ordonnance et éviter une procédure d'outrage. La Maison-Blanche a annoncé qu'elle contesterait cette décision devant la justice. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.siaminfo.com. Au revoir.